après notre mort. On sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort. On sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours.
Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Messieurs, dames, bien le bonjour, bande d'affreux Jojo, bien le bonjour. Les copains, est-ce que tout le monde va bien, les amis? Ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot. On se retrouve, 16h33. Alors, je vais vous dire, alors l'histoire, elle est rigolote. Pourquoi 16h33, vous allez me dire? Et vous avez raison. Je vous réponds. Parce que, en fait, j'avais fini mon boulot. J'avais fini tout mon boulot et je dis, ben tiens, je vais proposer du rab aux copains. Je vais proposer du rab, je vais débouler maintenant et je vais être en avance. Donc, une fois n'est pas coutume, bien évidemment, mais au moins, voilà, je suis en avance, les amis, pour prendre un petit peu plus de temps ensemble, pour papoter, pour profiter. Voilà, merci les amis d'être là une fois de plus. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est chouette. Voilà, dans le Juste Bistrot. Aujourd'hui, un beau programme, un coup de gueule, des séquences rigolotes, des prophéties réalisatrices. Hein, appelez-moi le Nostradamus de Stockomanie. Bref, on a un joli programme. Voilà, merci avant tout. À 974 Dallon pour le sub 18e mois, Bayard 92 le sub 15e mois, Flo Hall 59 le sub 22e mois. Merci les copains, j'ai fait le tour, je n'oublie personne. Merci les amis d'être là. On a elle est où? J'ai vu le message, attends, bouge pas. Parce qu'à la fois, je suis envieux, mais à la fois ça fait plaisir. Kundune 73 qui dit bisous de Thaïlande où il est 22h30, petite bière au bord de la mer, putain. Ah, tu sais vivre, bordel. Ah putain, ouais, une petite malbiche, un verre de rouge. Est-ce que c'est pas ça le bonheur, finalement, quand plus rien ne bouge? Hein, pour sortir de la torpeur de toutes leurs conneries, là. Salope. Ouais. Hein? Ah, il y a la politique, il y a Trump, il y a Poutine. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Ah, je suis en forme. J'ai du gaz, je suis en forme. Donc je vous le dis tout de suite, ça va chier des bulles carrées, il va y avoir de l'imitation, il va y avoir de tout. Parce que, pourquoi? On me pose la question et je réponds parce que on est à 2 jours du tournoi Destination et ça me fait plaisir. Et voilà, vendredi, France-Pays de Galles, on va rouler sur les Gallois. Voilà, regarde. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. On va rouler sur nos amis gallois parce que je commence à en avoir plein le cul de notre discours de loser avec le 15 de France. Voilà. Ça, c'est pour vendredi. Vendredi, soyez au rendez-vous. Il y aura une belle partie de l'émission consacrée au tournoi Destination. Évidemment, vous le savez, c'est ma passion. J'adore ça. Je veux pas casser les pieds à tous ceux qui aiment pas le sport. Donc, j'en parle pas trop souvent dans le Juste Bistrot, mais j'ai aussi envie de partager mes plaisirs avec vous, les amis. Donc, vendredi, il y aura une séquence tournoi Destination, évidemment. On partagera ça, je vous donnerai mes pronostics, qui, comme d'hab, on le sait, hein, se réalisent à peu près tout le temps. C'est assez bluffant. Donc, on va parler rugby vendredi, les copains. Et de toute façon, je vous l'annonce, c'est Grand Chelem. Voilà. C'est Grand Chelem où je demanderai personnellement la démission de Fabien Galtier. Voilà. Et je le demanderai en personne. En personne. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc ce qui veut dire que là, il y a une certaine pression. Il y a une certaine pression qui est en train de s'installer. Donc ce sera, voilà, il y a Nathalie Imbroglio qui dit super Rémi Lieu Chaud, effectivement, comme le super Moscato Show qu'on embrasse, évidemment, j'adore le super Moscato Show. Ça va être du bonheur. Donc rendez-vous vendredi, les amis. On a une petite pensée, évidemment. On l'a appris hier, hein. C'est vrai qu'elle faisait partie de ces personnages, voilà, qui faisaient l'unanimité, des gens appréciables, des gens bien, voilà, et ça faisait du bien. Catherine Laborde, hein, qui nous a quittés hier à 73 ans. On a une pensée. Pour moi, c'était ma Jean-Pierre Foucault de la météo. Voilà. C'était des présentateurs, des animateurs, bref, des vedettes. Mais il n'y avait pas un poil qui dépassait. Il y avait une proximité avec les Français. Il y avait une sympathie naturelle. Après, on ne connaît pas les coulisses de la vie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on avait des vrais personnages de télé, je trouve. Voilà. Qui étaient sympatoches, qui incarnaient un moment de réunion. Alors, c'est vrai que c'est pour regarder la météo, mais voilà. On a je lui fais un bisou. Voilà, on a un bisou pour elle, évidemment. On lui fait un bisou. Une gentille dame. Voilà. En tout cas, j'avais cette impression-là. Ça nous change de toutes les pompes à vélo qu'on se ramasse aujourd'hui. Donc, quand il y a des choses bien, voilà, faut le dire.
faut le dire, les amis. Voilà, ça faisait du bien. On a une pensée évidemment pour elle et pour son entourage. Sa sista, évidemment, qui bosse aussi à la téloche, on l'embrasse aussi. Françoise Laborde, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Les amis, qu'est-ce qu'on va se dire de beau aujourd'hui? On va parler Sarah Knafo. Ah, je vous l'avais promis, l'inspectrice Marie, que je salue de l'équipe Juste Milieu, nous a concocté un script aux petits oignons parce que je vais me farcir Sarah Knafo. Des gens m'ont énervé. Des gens m'ont énervé et je suis comme un vilain herpès. Faut pas trop gratter parce que je réapparais. Donc là, je suis un herpès anal. Donc là, ça va chier des bulles carrées. On m'a mis en cause. On m'a mis en doute. Je réponds. Sur le service public, quelle indignité. Voilà, donc je vais répondre. On va évidemment s'occuper de cette séquence-là. J'ai des petites choses à vous proposer. Et bien sûr, les amis, on s'arrêtera autour de 18h pour la farce tranquille. Ce soir, les copains, le retour de la farce tranquille, épisode 181, les copains. Ça y est, ça va à une vitesse folle. Ça va à une vitesse folle. Ce soir, c'est la farce tranquille. Voilà, le rendez-vous avec un épisode chargé, un épisode musclé. On a pas mal de sujets, donc rendez-vous à 18h. Le rendez-vous, vous le connaissez, les amis. Vous le savez, parce qu'on repart de plus belle. On est encore sur un rythme léger, mais ça va partir plein gaz à partir du 14 février, les amis. C'est la tournée du spectacle Zinzin. J'ai hâte de partir vraiment en tournée, de commencer à fond cette année, les amis. On va y aller plein badin, avec plein de dates qui arrivent. On a encore des nouvelles dates qui sont tombées. Je peux vous annoncer, alors, les billetteries ne sont pas encore ouvertes. Il faudra attendre environ 2 semaines. Le Mans, La Rochelle. Voilà, ça va être extraordinaire. Le Mans, La Rochelle, ce sera en octobre 2025, je peux déjà vous le dire. Je vous tiendrai au courant quand il y aura les billetteries, évidemment. J'espère que le calendrier top 14 me permettra d'aller voir La Rochelle au rugby à ce moment-là. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais les amis, on commence à avoir une belle tournée, 25 dates en 2025. Je vous redonne la liste des villes, parce que ça se remplit déjà vite, on est déjà quasiment complet sur des dates en avril. Par exemple, à Rouen. À Rouen, il reste 25 places, un truc comme ça. Donc c'est un délire. Donc là, on va avoir le tiercé dans l'ordre. Narbonne, Lille, Orléans, Briare, Chambéry, Lyon, Alès, Rouen, Auray, Bordeaux, Troyes, Clermont-Ferrand, Nantes, Strasbourg, Paris, Genève. Pour conclure l'année, les amis, un programme de taré. Voilà, je vous mets le lien dans le chat, les copains. Si vous découvrez, si vous êtes sur TikTok ou Facebook ou Twitter en ce moment même, n'hésitez pas à taper Juste Milieu tournée ou Juste Milieu billetterie et vous aurez le lien avec toutes les dates, les amis. Ça va être que du bonheur, une année de taré. On va s'éclater. J'ai hâte, les copains, de vous retrouver dans toute la France. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, les amis. On va se régaler. Alors, on va y aller gentiment, les copains. On va y aller gentiment avec les sujets du jour. Et déjà, je voulais vous partager un article pour une petite réflexion pour se chauffer la voix, se chauffer les mollets. On ne rappellera jamais assez le risque de claquage. Attention, no clackung, comme on dit. Jean-Claude Van Damme. Vous allez me dire, quel rapport Jean-Claude Van Damme? What happens in Hollywood? Jean-Claude Van Damme dans le journal du dimanche qui nous dit: il n'y a pas de langage plus universel qu'un point dans la gueule. Voilà, contre le wokisme. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Propos recueillis par Eric Nolot, d'ailleurs. Donc déjà, en soi, la vanne est là, mais c'est pas ça le truc que je voulais vous dire. Pourquoi je vous parle de l'ami JCVD? Je vous explique. C'est sur le plan symbolique, évidemment, c'est pas contre la personne de Jean-Claude Van Damme en tant que tel. Mais je vous avais dit, concernant les freins que j'avais à applaudir le retour de Donald Trump, je vous avais dit attention quand même à une sorte de MeToo de l'anti-wokisme. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez dire, Rémi, t'es jamais content. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais avec un physique comme ça, vous voulez être content, vous? Bon, ben voilà, donc laissez-moi. J'avais dit à ce moment-là que je redoutais, si vous voulez, cette trumpisation des esprits où, pour être dans le sens du vent, nos élites, notamment médiatiques, parfois culturelles, en l'occurrence avec Jean-Claude Van Damme, allaient changer de bord du jour au lendemain. Alors, Van Damme, pour le coup, c'est pas un retournement de veste. Il a toujours eu des positions dans ce sens-là. On se rappelle sa passe d'armes face à Marlène Schiappa dans On n'est pas couché sur France 2, où il lui avait mis une branlée. Il a toujours assumé ça. Donc vraiment, je le redis, c'est pas contre Jean-Claude Van Damme en tant que tel. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. On va se remettre la vidéo quand il s'était pris le bec avec Marlène Schiappa.
Je vous retrouve l'extrait parce que c'est toujours un bonheur. Voilà, il avait osé critiquer Marlène Schiappa avec une attitude assez incroyable. Je vous remonte là, c'est extraordinaire où rien ne va. Alors, Jean-Claude Van Damme, immense bourrin, vraiment immense bourrin intellectuel, tu vois. Donc, je le redis, par rapport à ce que je vais vous dire après, cet article du JDD, on ne peut pas reprocher un retournement de veste à Van Damme, ça c'est clair. Mais cette pirouette extraordinaire de Marlène, qui me manque, Marlène Schiappa, qui me manque, parce qu'en plus elle m'a bloqué sur les réseaux, ça m'embête un peu, et qui fait quand même cette pirouette intellectuelle extraordinaire, qui reproche à Jean-Claude Van Damme de faire du mansplaining, donc quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer quelque chose, et Marlène Schiappa lui explique ce qu'est le mansplaining. Donc, ce qui est du womansplaining. C'est extraordinaire. Une séquence comme on aime. Tout ça sous le regard vraiment de Merlu crevé, de Christine Angot, qui sait pas ce qu'elle fout là. Personne ne sait en vérité ce qu'elle faisait là. Et extraordinaire. Extraordinaire. Et puis, le public qui applaudit façon ring de boxe, c'est extraordinaire. Donc, cette séquence qui nous rappelle de jolis souvenirs. Pour revenir à ce que je voulais vous dire sur cet article du journal du dimanche, Jean-Claude Van Damme, lui, n'a pas changé de posture. Ça, c'est clair. Il a toujours eu des avis dissonants, on va dire. Mais je sens vraiment venir un MeToo de l'anti-wokisme où maintenant que c'est plus à la mode, parce que le grand capital américain a décidé que ça ne l'était plus. Hein, donc c'est ce que j'essaie de défendre depuis le retour de Trump, qui, pour vous résumer le bazar, Trump n'est pour moi que le nouveau visage de l'impérialisme américain, et le fait que Trump arrive en nous disant bah maintenant le wokisme ça n'existe plus, donc en un claquement de doigts il fait disparaître un phénomène intellectuel que les Américains ont imposé dans le monde depuis environ 15 ans à grand minimum. Trump arrive, en un claquement de doigts on met fin à ce délire qui est un délire, je le redis, et qui a entraîné des conséquences monstrueuses. Mais c'est trop facile, si vous voulez, de s'arrêter à Trump a mis fin à ça. Pour moi, le vrai problème, c'est la capacité des Américains à imposer leur vision, imposer leurs idéologies et à les supprimer d'un claquement de doigts. Donc, c'est ça que je trouve assez sidérant. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'observer nos élites, que ce soit culturelles, médiatiques et autres, qui ont gobé la propagande wokiste américaine, qui l'ont imposée, qui ont participé à des campagnes de censure contre les voix qui n'étaient pas d'accord avec ça, et qui aujourd'hui vont commencer gentiment à retourner leur veste et dire non mais finalement, venez on pisse sur les cheveux bleus. Et c'est là où je pense qu'on va assister à ça, à une sorte de libération de la parole anti-woke, et ces mêmes personnes qui hier chialaient contre ceux qui dénonçaient le wokisme, aujourd'hui par crainte de ne plus avoir leurs subventions, de ne plus avoir leur audience médiatique, vont commencer à se mettre dans le sens du vent et dire non mais finalement ça va, finalement le wokisme c'est vrai que c'était quand même une connerie. Et je trouve ça trop facile. Je trouve ça trop facile et on commence à voir ça dans les médias, dans le journal du dimanche qui allègrement met en ligne cette parole de Jean-Claude Van Damme. On a eu Ciotti, hein, par exemple, rappelez-vous cette séquence, j'en ai parlé dans la farce tranquille de la semaine dernière. Regardez, Eric Ciotti, c'était sur CNews il y a environ 10 jours, où là, on est vraiment sur une sorte de Trumpisation des esprits. On est en train de prendre un retard considérable. Nous, on ne fait que parler, on est bloqué. On a l'impression d'être au Wokistan en France aujourd'hui quand même, avec ces pressions idéologiques sur l'immigration. Alors parlons-en, parce qu'il n'a pas fallu 24 heures à Donald Trump pour... Voilà, Eric Ciotti qui parle de Wokistan, ce que ce peintre n'avait jamais fait avant, tu vois. Donc c'est là où je trouve qu'il va falloir se méfier des résistants de 1946, si vous voulez. Va falloir faire attention. Je prends dans les messages, il y a Babcom5 que j'embrasse, mon Babcom5, j'espère que tu vas bien, qui dit, là Rémi, pour le coup, Nolo et Van Damme n'ont pas changé de position. Alors Van Damme, sans aucun doute, mais Eric Nolot, voilà. Hein. Si tu veux, le mec qui a écrit un bouquin, enfin a coécrit un livre avec Soral par intérêt éditorial pour faire des ventes et qui aujourd'hui vient chialer au moindre fait lié comme ça à la sphère antisémite française et compagnie, ça va. Honnêtement, ça va. Éric Nolot est un journaliste du milieu parisien qui a des positions parfois respectables, enfin en tout cas respectables. Toutes ses positions sont respectables, même quand on n'est pas d'accord évidemment. Mais je trouve que, comment dire,
Éric Nolot a, pour moi, pour essayer de trouver la métaphore, a l'avantage d'être le premier moulin qui tourne lorsque le vent se lève. C'est-à-dire que les moulins derrière lui vont tourner petit à petit. Lui, il a été le premier. C'est vrai qu'il a été l'un des premiers journalistes à se positionner un peu contre la tendance idéologique woke. Il faut lui reconnaître ce mérite. Mais bon, il a compris qu'il fallait être dans le sens du vent, c'est tout. Tu vois ses positions quand il tape sur la France insoumise de manière aveugle et partisane. Et loin de moi l'idée de défendre la France insoumise comme n'importe quel autre parti politique français. Mais il faut quand même reconnaître que Éric Nolot fait partie de ces journalistes qui s'en prennent à Mélenchon. À un moment donné, tu sais même plus pourquoi. Que Mélenchon dise des conneries, qu'il y ait des accointances avec des mouvements qui ne soient pas forcément pro-Israël, j'en conviens. Mais je veux dire, aujourd'hui, Mélenchon, il prend un bain, t'as Nolot qui vient chialer que c'est de l'antisémitisme. Faut arrêter les conneries. Donc, j'ai beaucoup de mal avec lui. Beaucoup de mal avec lui. À l'époque, avec le duo Zemmour, on n'est pas couché. Ça va, ça bricolait. Mais aujourd'hui, bon, je trouve que c'est une cagole à la Christine Kelly, si tu veux. C'est-à-dire ces journalistes qui ont flairé le sens du vent un peu avant les autres et qui essaient de se mettre dans le bon camp de la bonne tendance idéologique de demain. Oh, merci à toi, gros. Ça fait un peu de temps. Oh, t'inquiète. Oh, ta santé. Ah, tiens. Oh, Corio, Altef 4. Oh, Oh. pétard. Oh, j'ai fait du relationnel, là. Ah ouais? Ouais. Rends la carte, quand même. J'ai pas pris de ticket, mais... T'inquiète, on s'en fout. Petit mot sur Altef 4, la parenthèse, on parlait du wokisme pour changer. Ah ouais, bah... Ah bah là, t'arrives, t'es l'invité mystère, finalement. Bah désolé de couper la... Oh, t'inquiète, c'est juste l'émission, bistrot, là. vas-y, assis-toi. Bon, Bah écoute, LTF4, ça continue, hein. Grosse invité... Première invité de la chaîne ce soir, normalement. Ouais. Et puis en stream tous les jeudis, et de temps en temps le dimanche soir quand je suis là, ou la semaine au pif quand je diffuse des parties, quoi. Mais le vrai cœur de métier, c'est le jeudi. Putain. Demain, c'est pas décisif, j'ai oublié la semaine dernière. Je suis une pute. Ah, mais il y a des gens qui sont venus, hein. Ah, bah ça, c'est bien. Mais demain, il y aura pas SD, j'y pense. Ouais, t'inquiète. Demain, vous allez avoir 3 heures d'émission juste milieu à LTF4, après, c'est extraordinaire. Alors les sujets, c'était rien à voir. Ouais, mais c'est ça qui est bon. Putain. Mais non, sinon ça va. Mais je nous ai débauché un nouveau fan. Mais non. Il va diffuser le Juste Bistrot dans sa pizzeria. Mais non. Ouais. Mais pourquoi? Bah parce que ça lui fait plaisir. Sérieux? Ouais. Mais c'est le coup d'Arctic, hein, putain, Ouais. trop bien. C'est une crème, on l'embrasse, putain. Donc voilà quoi. Ah, Ouais, je fais du business. Non, sinon, c'est notre représentant de terrain, finalement. Ouais, bah du coup, j'ai pris du retard. Ah bah super, donc là, t'es en train de me dire que je t'embête, c'est ça? Ouais, j'ai Merci une miniature à faire. Allez, merci pour la livraison, mec. Ouais, c'est une crème. Voilà. Donc voilà, non mais les amis, après cette magnifique interruption, je vous dis voilà, non, Éric Nolot pour moi c'est la même famille que les Christine Kelly, on va dire c'est la Ligue 1 des opportunistes. Pour moi la Ligue 2 c'est Geoffroy Lejeune, à qui il faut quand même reconnaître une structure idéologique, mais qui, avec son positionnement la dernière fois par rapport au Covid, qui explique que ah non, mais on pouvait rien dire, ça pour moi c'est pompe à vélo quand même. C'est la Ligue 2. Et en Ligue 1, des journalistes opportunistes, t'as Nolo qui est une sorte de caméléon, et Christine Kelly, ancienne de l'Arcom, et qui joue la carte de la repentie, et qui est fort sympathique, qui est fort chaleureuse. Je ne juge pas l'individu, qu'on soit bien d'accord, mais ce qu'elle représente aujourd'hui dans les médias. Et pareil, avec cette position scandaleuse de dire avec le Covid, on ne pouvait pas tout dire. Je trouve ça assez ridicule. Ça manque en fait de l'humilité de dire on a menti aux gens. Bon, maintenant on la ferme, on la ramène pas, en essayant toujours de se raccrocher, d'être du bon côté du vent. Et je trouve ça assez scandaleux. Mais bon, c'est que mon avis. Une fois de plus, c'est que mon avis. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Hein. Puis mon avis, peut-être on s'en fout en fait. Voilà, je fais une émission, je le dis. Hein. Voilà, c'est important. Donc voilà pour cet article de Jean-Claude Van Damme. On en reparlera de toute façon de ce MeToo de la parole anti-woke. En attendant, il y en a certains qui restent cohérents dans la bêtise. Et ça, c'est important. Alors, il y a Skoll69, vous restez sur ce débat-là, et vous le savez, j'aime bien papoter avec vous, les copains. Skoll69 qui dit « Oui, mais c'est mieux de nier ou d'avouer par après. » Alors, on va revenir dans ce cas-là, si vous voulez, sur cet épisode, parce que moi, je reconnais que sur ce débat-là, j'ai une position assez tranchée. Je vais être honnête avec vous, les amis.
Je vous remonte la séquence de ce qu'avait dit Geoffroy Lejeune pour que ce soit clair. On sait que quelque chose est vrai et qu'on ne le dit pas, là pour le coup ça devient une défaite de l'esprit, de la pensée, même de notre métier, donc on le fait pas. Il y a plein de sujets récemment, enfin dans les années qui viennent de passer, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments où c'était super dur de dire ce qu'on croyait être la vérité et pourtant il fallait le faire. Je pense notamment à la question du vaccin qui a été pour moi une révélation. Enfin on pouvait pas dire à un moment donné, on pouvait pas dire en tout cas on était embêté quand on disait que le vaccin empêchait la transmission, sachant que toutes les autorités de santé le disaient. Et quand on le disait notamment sur YouTube, je suis désolé, j'espère que je vous poserai pas de problème, mais quand on le disait sur YouTube, on était censuré, la vidéo était censurée. Moi j'ai été ultra choqué par ça à l'époque, vraiment. Et donc je pense que dans ces cas-là, il faut le dire quand même les choses et puis payer le prix en fait. C'est malheureusement, je veux dire, on n'est pas Solzhenitsyn non plus, on finit pas en prison au goulag. On paye un peu moins cher qu'à certaines époques de l'histoire le prix de dire la vérité, mais il faut pas lâcher là-dessus. Voilà, ça c'est une position. Pour être complet sur Geoffroy Lejeune, il faut rappeler ce qu'il avait dit en octobre 2022, justement par rapport au Covid, et il faut reconnaître qu'il fut l'un des rares à avoir des positions contrariantes. Écoutez. Je me souviens d'avoir fait des débats avec lui au tout début du Covid, il était très respecté, invité partout, etc. Bien sûr. Et en fait, à un moment donné, parce que c'est vraiment son métier, sa spécialité, son discours a varié de la doxa. Et en fait, ça prouve, je sais pas qui a raison, qui a tort, moi je suis pas du tout spécialiste de ça, mais ça prouve que sur ce sujet du Covid, pendant le confinement et pendant les mois qui ont suivi, il y a eu vraiment une doxa, un peu comme dans les dictatures, il fallait pas en dévier. Et si vous disiez, il y a eu des trucs, moi c'est surtout sur le plan médiatique que ça m'a frappé. On avait fait un entretien avec Valeurs Actuelles sur notre chaîne YouTube de Christian Perron, qui a été censuré par YouTube et notre chaîne a été interdite pendant 1 semaine parce que dans les conditions générales d'utilisation de YouTube, vous ne pouviez pas dire, et c'est ce qu'il avait dit, que le vaccin n'empêche pas forcément la transmission, ce qui aujourd'hui est une vérité absolue. C'est sur voilà. Donc ce qui est sensiblement la même position mais 2 ans avant. Donc pour revenir là-dessus, et Christine Kelly avait dit sensiblement la même chose, c'était encore chez Éric Morillo, donc je relis, qui fait un bon taf là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai l'extrait, on l'embrasse Éric Morillo évidemment, on s'était pris le bec sur cette question-là, mais c'est pas grave. Si nous-mêmes on n'arrive pas à pas être d'accord, comment qu'on fait? Donc je l'embrasse évidemment. Ça c'est Christine Kelly sur les incorrectibles. Votre travail, Christine Kelly, ou est-ce que vous avez dû faire, on va dire un jour, l'objet de pression, ou comment ça se passe? Vous avez dû vous auto-censurer déjà à cause de pression ou pas? Plus que jamais, je suis libre. Et parfois, c'est même gênant. Je me dis, oh là là, la liberté que j'ai de pouvoir aborder tel sujet. Je parle avec... Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez? Presque. Ah. Les vaccins, vous pouvez pas... Non. Ah. Les vaccins, non. C'est pas une question de CNews, c'est une question générale. Toujours, ça c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller, mais c'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Et moi, je vais vous dire, c'est le seul sujet. C'est pas pour CNews. C'est marrant parce qu'on recevait donc la semaine dernière ici le professeur Raoult. Et en effet, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, que ce soit sur les plateformes, c'est toujours compliqué en effet. C'est toujours compliqué, même sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire? Pas que sur les médias, sur les plateformes, partout. C'est un sujet très, très, très délicat. Donc je vous dis la vérité. Et pourtant éminemment grave. Éminemment grave, mais je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très difficile de l'aborder à la télévision. Voilà, donc si vous voulez, je trouve qu'à la limite, bon, c'est la même idée, c'est la même lâcheté, je vais y venir. Il faut quand même respecter l'ordre de nuance entre ce que dit Geoffroy Lejeune, qui est lâche, mais au moins un peu plus net. Mais Christine Kelly qui commence en disant « Ah non, mais moi je suis libre », pour derrière dire « Ah par contre je suis libre mais », ça n'existe pas. On n'est jamais libre mais en fait. Donc en plus, je trouve que Christine Kelly, c'est une double pompe à vélo dans la mesure où il y a cette lâcheté de n'avoir pas dit ce qu'il voulait vraiment dire aux Français, mais en plus il y a le fait de faire croire aux gens qu'elle est libre, de faire croire que sa parole est libre, que machin. Non, en fait, trompette, pompe à vélo. Donc sur ça, pourquoi ça me dérange? Et une fois de plus, c'est que mon avis. Pourquoi ça me dérange? C'est que, si vous voulez, on est face à des journalistes de métier, dont c'est le travail. Il y en a un qui est aujourd'hui rédacteur en chef du Journal du Dimanche, qui est officier ou officier encore, il me semble, sur CNews, et Christine Kelly qui est officier sur CNews. Mais c'est pas une question de chaîne, c'est pas une question de médias. Ça a été la même omertade partout. Donc, si vous voulez, je m'en cire en fait de qui travaille où. Mais c'est une lâcheté extraordinaire. Si vous voulez, en tant que journaliste, de reconnaître après la bagarre qu'on leur a imposé, qu'on leur a interdit des thématiques, pardon. On leur a interdit des thématiques. Ils sont conscients
qu'ils n'ont pas dit la vérité, ils n'ont pas dit en tout cas ce qu'ils pensaient. Ils n'ont pas fait un travail de journaliste de travailler vers la vérité, en recherche d'eux. Qu'on soit bien d'accord, on n'atteint jamais la vérité, après, on va pas faire 2 heures de philo là-dessus, mais le travail d'un journaliste, c'est de tout mettre en œuvre pour aller dans le sens de la vérité, de la révélation, de la mise en lumière des faits qui concernent les citoyens. Et le prix ne doit pas être une question. Le prix à payer ne doit pas être une question. Ça, c'est vraiment l'éthique journalistique ultime, c'est-à-dire le travail journalistique à n'importe quel prix, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Après, il ne faut pas déconner non plus. On est humain, il faut aussi être intelligent. On peut comprendre, si vous voulez, le fait que parfois, certaines révélations puissent mettre en danger des carrières, des vies, et qu'il y a aussi une limite à l'éthique journalistique. Je veux bien l'entendre. Mais ce que je trouve scandaleux, c'est la tentative d'auto-réhabilitation a posteriori. Il y a eu cette situation du Covid-19. Il y a eu le fait que ces journalistes, on leur a interdit de faire leur métier. En l'occurrence, sur la question du vaccin. Les deux te donnent le même thème. Et ce que je trouve scandaleux, c'est de venir sortir les trompettes quand la bagarre est terminée et de dire « Non mais, nous on avait bien vu qu'on ne pouvait pas tout dire. On avait bien vu qu'il y avait des sujets où c'était interdit. » Mais attends, rassurez-moi, vous n'allez quand même pas oser tenter de vous mettre du bon côté, de vous brosser dans le sens du poil en dénonçant en dénonçant 2 ans après ce qu'il fallait dénoncer avant. Donc c'est ça que je trouve scandaleux. J'entends le fait que ces gens-là ont aussi des vies, ont aussi des familles à nourrir, ont aussi tout ça. Il faut être intelligent. Ce serait trop facile, moi, dans mon fauteuil avec mon gros cul, de faire des leçons de morale et d'éthique et dire non, la vérité à tout prix. Moi aussi, il y a des sujets, évidemment, sur lesquels je ne vais pas forcément, alors que je pense certaines choses. Je sais que ça peut mettre mon média en danger. C'est pour ça que j'invite pas Alain Soral sur la chaîne. Je vous l'ai déjà dit, c'est très clair, je l'assume. Mais par contre, vous ne me verrez jamais dans 6 mois dire non, mais moi, je sais très bien. Moi, je suis quand même courageux de vous dire que je n'ai pas de courage. Ben non, c'est une rhétorique à 2 balles. Quand t'es une pompe, t'es une pompe. Ben j'assume sur certains sujets être une pompe. Mais je viens pas vous raconter la salade et me faire passer pour un Jean Moulin de Twitch 6 mois plus tard. Et c'est ça que je reproche à ces journalistes. C'est de tenter de maintenir leur image de voix dissidente parce que c'est news, parce que des idées qui ne sont pas celles de Libération, ce qui est le cas de Christine Kelly et Geoffroy Lejeune. Alors qu'en fait, ils ont été des pompes à vélo. Bon, ben, assumez, c'est tout, c'est pas grave. On veut bien comprendre qu'il y ait eu une omerta là-dessus, mais au moins fermez-la. Fermez-la et ne tentez pas de vous réhabiliter en maintenant quand même le truc de on est des dissidents. Vous êtes des trompettes. Et je pense aussi à Christine Kelly, qui pour le coup a un coup d'avance sur Geoffroy Lejeune sur le côté pompe à vélo. C'est qu'il faut se rappeler quand même du fait qu'elle fut la marraine d'un média supposément alternatif qui s'appelait Factuel, qui a été lancé fin 2022, si je dis pas de conneries, par Monsieur Simon, qui travaille avec Michel Onfray, qui est celui aussi, voilà, regardez, qui est celui qui a lancé Front Populaire, Stéphane Simon, voilà, c'est ça. On nous dit, voilà, 13 avril 2023, Factuel, un nouveau média en ligne parrainé par Christine Kelly et Dominique Rizet. Je vous en avais déjà parlé. Ils ont tenté en fait de venir gratter sur le terrain des médias alternatifs en jouant les codes de la non-censure, de là on va tout dire. Sauf que derrière, tu as du jeu de pognon. Tu as du jeu de pognon avec Stéphane Simon, qui est celui qui a lancé Front Populaire et compagnie. Et le truc, c'est péter la gueule. Le truc n'a pas marché, évidemment. Donc, Christine Kelly, je la trouve doublement lâche. Parce qu'en plus, elle a essayé de venir gratter sur un territoire qui n'était pas le sien. Avec des promesses que de fait, elle n'a jamais su tenir. Tenir, en l'occurrence, le courage d'aller vers la vérité journalistique et d'ouvrir sa gueule quand il le fallait. Donc, tout ça pour dire que là où je me méfie énormément de ces journalistes-là, c'est que, in fine, quand on résume tout ce que je viens de vous dire, ils ont assumé le fait de ne pas avoir fait leur boulot. Mais qui nous dit qu'aujourd'hui, ils assument davantage sur Israël-Palestine? Est-ce qu'on est certain que dans 2 ans, Christine Kelly va pas se pointer en nous disant « Ah non, mais en fait, j'aurais bien voulu dire des trucs avant, mais je savais que j'avais pas le droit. » Ben, en fait, le problème, c'est ça. C'est la phrase de Nietzsche que j'aime bien. Ce qui me bouleverse, ça n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Et c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que ces gens-là font sérieusement leur boulot? Ils ont trahi les gens ostensiblement. Et en plus, ils viennent vous le dire. Donc, ça suffit, ça suffit. Et après, si à ça, on répond « Ouais, mais quand même, c'est news, c'est un discours, on dit des trucs qu'ils n'osent pas dire. »
Ben, la preuve avec le vaccin. On vous enrhume, mais dans les grandes largeurs. Les spectateurs de CNews qui tentent de se rassurer en disant « Ah ouais, non, mais sur CNews, on peut dire des trucs », vous voyez bien que non. Nos médias mainstream nous prouvent jour après jour qu'on peut dire des trucs dans la limite de ce qui est autorisé de manière générale. Et comme dans une pièce de théâtre, vous avez BFM TV qui incarne un rôle, vous avez CNews qui incarne un autre rôle, mais vous voyez avec la question des vaccins que non, ils ne peuvent pas tout dire. CNews joue le rôle de ceux qui disent des vrais trucs, mais ils disent des vrais trucs dans un cadre qui est donné à tous les médias. Donc, je vous en supplie, arrêtons d'être dupes sur le fait que sur CNews, on entend des vrais trucs. C'est pas parce qu'on critique un peu plus souvent les Arabes que c'est un travail d'investigation sérieux. Ça sert à rien, je veux dire, c'est ridicule. Donc, je caricature en disant ça évidemment, mais vous avez compris le principe. C'est pas de la liberté d'expression. L'exemple des vaccins que eux-mêmes donnent, donc en plus je ne leur fais même pas de procès, si vous voulez, sans preuve. Eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Donc, effectivement, dans le chat, il y a Midge qui dit « ni le Frexit d'ailleurs ». Absolument. Vous entendez parler de Frexit sur CNews ? Bon, ben, vous voyez bien que tout n'est pas bon à dire. Pourtant, le Frexit sont des idées qui sont plutôt proches de ce qu'on pourrait mettre en avant. Donc, sur ces médias-là. Donc, je trouve ça fatigant, en fait, qu'on dupe les gens et que les gens se dupent eux-mêmes à entretenir cette fausse croyance de « sur CNews, on peut tout dire ». Bref, vous avez compris l'idée. Je me suis emballé dans l'explication du truc, mais je pense que c'est important d'y revenir. À chaque fois, et d'être raccord là-dessus, les amis. Donc voilà un petit peu les copains. Les amis, on va y aller. On va y aller quand même sur le gros sujet du jour. Parce que je voulais vous parler de ça. Ah, vous êtes là pour ça, bande de gourmands. Vous voulez du sang. Voilà, je sais. C'est les jeux du cirque moderne. Voilà. On va parler du gros sujet du jour, les amis. Mais d'abord, avant de se faire le dossier Sarah Knafo, je voulais faire un petit rappel à l'ordre. Un petit rappel à l'ordre et quelques précisions qui seront fort précieuses pour ce qui suit dans quelques instants, les amis. Parce que je vous raconte un peu la salade. Je vais vous montrer tous les éléments. Au moins, on est clair là-dessus. C'est important. Parce que ça, à la fois, ça m'a énervé, à la fois, ça m'a vexé, à la fois, ça m'a fait marrer. Mais c'est toujours important d'avoir un rappel sur ce qu'est Juste Milieu. Alors, le 23 janvier 2025, nous avons publié ceci sur le site internet de Juste Milieu. Sarah Knafo, coachée par Jacques Attali, direction 2027. Je reprends une information, on revient sur l'histoire de la fausse invitation à l'inauguration à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. On en a parlé déjà la semaine dernière de ce truc-là. Et vous allez voir que les mensonges avec Sarah Knafo, il y en a beaucoup, mais on va y venir. Et je reprends l'information du Canard enchaîné du 22 janvier 2005, je m'auto-fact-check, qui nous expliquait que Sarah Knafo, lorsqu'elle était sur les bancs de Sciences Po entre 2013 et 2017, avait été coaché par Jacques Attali. Ce que l'on met sur Juste Milieu, ce que l'on met sur l'article, ce qui explique, Marie, la rédactrice, mais j'endosse toute responsabilité en tant que chef de meute, ça c'est normal, qu'on se met d'accord. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc le travail a été fait par Marie, qu'on salue, mais la responsabilité est la mienne, c'est normal. Ça, c'est mon côté Jules César de Vinted. Donc, c'est pour ça que je m'approprie pas le boulot, qu'on soit d'accord. Mais ce qu'on met en avant dans cet article à la fin, c'est de dire, ben voilà, il y a eu cette prophétie de Jacques Attali en 2018. Faut-il y voir un lien avec le rapport qu'il a entretenu avec Sarah Knafo ? Rappelez-vous ce qu'avait dit Attali, c'était en avril 2018. Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. J'ai dit que... Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République et que c'était une femme. Ah, et vous avez, c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non.
Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Et vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. Voilà. Bon, bref, Jacques Attali qui joue au prophète de mauvais augure. Donc, dans cet article, on suppose un lien entre les deux informations. Tu vois, il y a une question, hein, faut-il y voir un lien avec la mystérieuse déclaration de Jacques Attali? Il y a du conditionnel, il y a des questions à faire à suivre, tu vois. Et alors là, qu'est-ce que je n'ai pas pris, hein? Alors, c'est le but du jeu, hein, et on retient que le négatif, mais je prends des vagues d'amour grâce à Juste Milieu. Bon, là, j'ai pris des crottes de nez, c'est des choses qui arrivent. Mais je m'attendais pas du tout à ça, sincèrement. J'ai jamais pris une telle vague de critiques, même en défonçant du côté Macron, du côté Le Pen, du côté LFI. C'est assez extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert à la suite de cet article qui a été vachement relayé sur les réseaux sociaux, et on était contents, ça faisait du trafic sur le site internet, ça fait toujours plaisir, on fait ce qu'on peut tous les jours à écrire des articles, donc ça fait plaisir. Et alors là, qu'est-ce que j'ai pas découvert? Je vous lis extrait d'un tweet, hein. Miné par ses défaites et sa jalousie de Éric Zemmour, François Asselineau devient l'incarnation du complotisme. Ses adeptes relaient ces rumeurs dans le blog Juste Milieu de son fan youtubeur Rémi Watremez, incapable comme apathie de supporter l'excellence de Sarah Knafour Reconquête. Et je me suis dit, merde. Alors déjà, j'étais pas au courant que je faisais partie de la secte François Asselineau. Déjà, j'étais pas au courant parce que pour quelqu'un, en l'occurrence moi, qui ai pris position sur le fait que je trouvais ça scandaleux qu'il ne s'allie pas avec François Philippot et qu'il ne suffisait pas, avec Florian Philippot, pardon, et qu'il ne suffisait pas de citer le général de Gaulle pour en être digne, en l'occurrence dans l'idée d'urgence nationale et d'union nationale. Donc j'ai pris mes positions là-dessus. Et je savais pas que j'étais un fanboy, en fait. Et puis les preuves, elles sont formelles. Hein. Parce que tu as vu, il y a l'article dont je vous ai parlé, il y a les miniatures des vidéos, parce que je l'ai reçu 2 fois sur la chaîne. Donc ça veut tout dire. Eh ben, c'est évident en fait, c'est sûr. Bon, alors là, en fait, le problème sur ça, vous voyez, ça c'est la miniature de la vidéo et ça c'est une image du générique. On dirait qu'il y a 3 vidéos, mais en fait, il y en a que 2. Et sur la deuxième, elle était coupée en 2 parties. Mais c'est le même interview. Et il y a aussi ça, par exemple, ça c'est marrant. Sondage européen 2024, voter pour François Asselineau. Tu vois, ils ont mis la preuve. Vous avez vu, il incite à voter François Asselineau. Alors, à ce détail près que c'était au moment du sondage citoyen qu'on a fait sur les élections européennes 2024 et on a fait le même article pour 24 listes différentes. Donc là, si tu regardes, par exemple, il y a écrit voter pour Nathalie Arthaud. Alors, entre Nathalie Arthaud et François Asselineau, il va falloir que je choisisse mon camp, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, je prends un tweet parmi tant d'autres. C'est pas du tout contre les personnes, il n'y a aucun problème, mais qu'on soit clair avant d'ouvrir le dossier Sarah Knafour. Je respecte les opinions de tout le monde. Il n'y a aucun problème, et c'est le but du jeu. C'est l'idée de Juste Milieu. Tout le monde, on est dans le débat, on est dans la discussion, on est dans les désaccords. Donc, il n'y a évidemment aucun problème. Mais là, du côté des amoureux et des soutiens d'Éric Zemmour, c'est votre droit, il n'y a aucun problème. Mais critiquer Éric Zemmour ou Sarah Knafour, ça n'est pas une volonté. Je cite, hein, un autre tweet évoquait le fait que je voulais diaboliser Sarah Knafour et la faire taire. Alors, déjà, c'est un pouvoir que je n'ai pas. Déjà, je ne vais pas faire taire personne. Donc, si vous voulez... Moi, je veux bien qu'on applaudisse Juste Milieu quand j'ouvre des dossiers autour de Macron. Je veux bien que ça fasse plaisir aux gens quand je me farcis la France Insoumise. Je veux bien qu'on soit content quand je me farcis le RN. Mais il faut aussi qu'on soit content quand je me farcis Zemmour. Ou Sarah Knafour. Parce que sinon, ça n'a aucun sens ce que je fais. Et j'adresse un message aux gens qui considèrent que je peux tout faire sauf m'en prendre à leur parti. Vous n'êtes pas au bon endroit. Allez sur des médias pro-Zemmour, hein, par exemple, vous aviez CNews, ça c'est très bien. Vous avez plein d'autres médias. Mais si on veut un débat unitaire, on va dire, où on se fout de la gueule de tout le monde et on ouvre les dossiers de tout le monde, c'est évidemment pas sur Juste Milieu qu'il faut venir. Donc, petit rappel, mais qui est chouette parce que, et je comprends la sensibilité des gens qui n'aiment pas trop qu'on taille leur candidat, je le comprends, il n'y a évidemment aucun problème, mais qu'on ne m'accuse pas non plus faussement d'être un fanboy de François Asselineau. J'ai une ligne politique souverainiste, évidemment, mais sur la non-alliance avec Philippot et avec d'autres, je trouve ça scandaleux, je trouve ça ridicule. Et la France vaut bien plus qu'une bagarre de récré.
Donc voilà, si vous voulez, pour un fanboy, hein, avec des fanboys comme moi, Asselineau n'a pas besoin d'ennemis. Donc après, si ça rassure les gens de dire que je suis plus Asselineau que Zemmour, oui, il n'y a aucun problème. Et franchement, je l'assume, sans aucun doute. Je suis beaucoup plus sur la ligne de François Asselineau ou Philippot ou Kuzmanovic et d'autres que quelqu'un comme Éric Zemmour qui prétend sauver la France en restant dans l'Union européenne. Construction américaine s'il en est. Donc, si vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Évidemment, évidemment. Donc, en plus, j'assume mes trucs, il n'y a pas de problème, mais me transformer en fanboy aveugle de Asselineau pour justifier que du coup, c'est pour ça que j'ouvre un dossier sur Sarah Knafo, je dis c'est peut-être un petit peu dommage. Peut-être un petit peu dommage, c'est pas ça. Peut-être aussi que chez Reconquête, il y a des vrais escrocs. Vous avez le droit aussi. Hein, l'escroquerie n'est pas le monopole de la Macronie. Il y en a beaucoup statistiquement, j'en conviens, mais il ne faut pas déconner. Hein, les cons, les escrocs, c'est une question de proportion, c'est pas une question de monopole. Il y en a chez LFI, il y en a chez RN, il y en a à la Macronie, il y en a sûrement chez François Asselineau, il y en a sûrement chez Philippot, il y en a partout. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ceci dit, le rappel est fait, maintenant on peut y aller plein gaz. Alors, dernier avertissement avant le décollage, je vais critiquer Sarah Knafo, je vais faire un travail d'enquête sur la base d'un script de Marie Kochalu que je remercie, où on va ouvrir les dossiers comme on les ouvrirait sur n'importe qui d'autre. Alors, si vous n'êtes pas capable de penser que Sarah Knafo n'est pas la Vierge Marie et qu'elle a des affaires sur elle, quittez cette vidéo. Allez regarder Livre Noir, ça va vous faire du bien. C'est super, c'est les Arabes, les migrants, c'est génial. Allez voir les Frontières, je sais plus comment ils s'appellent. Allez voir, c'est super, c'est comme ça. Puis, blague à part, il y a des trucs très bien aussi. Même si on aimerait savoir quand même qui a investi le pognon. J'ai quand même une question là-dessus, parce que quitte à taper sur tout le monde et faire un travail rigoureux de partout, j'ai une question à Frontières, si jamais ils veulent bien me répondre. Qui a mis du pognon ? Parce qu'ils font super, hein, les nouvelles vidéos, l'application mobile et tout. Libération a fait une enquête, apparemment c'est un investisseur britannique. Moi, Libération, je mets un doute. Donc si Frontières peut être transparent sur qui a mis le pognon derrière, c'est juste pour savoir. Voilà. Parce que ce serait con que ce soit Bolloré. Hein, pour faire de Frontières une sorte de sous-marin de CNews, ce serait con. Mais là, j'en sais rien. Là, j'avance sans preuve. Hein. Attention. Là, c'est une supposition. Là, c'est du complotisme. Donc je veux juste savoir si derrière on a un milliardaire, lequel, il n'y a pas de problème. Tu vois. À tes souhaits. En plus, ça fait tousser Edouard, donc il faut répondre rapidement. Là, ça va pas. Donc voilà, juste une petite question là-dessus. Alors, on y va. On y va sur le dossier Sarah Knafo. Alors, on va remonter plein de choses, les amis. Hein. C'est une construction comme on l'a fait sur plein d'autres personnalités politiques et comme on le fera sur plein d'autres, évidemment. On va y aller sur Sarah Knafo. Alors, vous le savez, on en a beaucoup parlé. Elle a explosé dans le monde médiatique depuis 2022. Cette campagne présidentielle d'Éric Zemmour, on le rappelle, testée à 15% dans les sondages, qui a fini finalement à 7%. Alors, il y a deux écoles sur l'interprétation du résultat. Certains vont dire c'est nul avec tout le dispositif médiatique et l'empire Bolloré qu'il avait derrière lui. Certains vont dire c'est bien pour un mec qui n'était pas un personnage politique et qui est arrivé comme ça sur la scène. Je pencherai plutôt pour la première équipe, hein, parce que rappelons que Zemmour est un journaliste de premier plan depuis au moins 15 ans et qui vendait des livres par centaines de milliers d'exemplaires. Donc finir à 7%, on va dire c'est moyennasse, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Sarah Knafo, un petit peu de parcours, elle est née en 93 au Pavillon sous Bois, en région parisienne. Donc 93, on a un an d'écart, voilà. C'est rigolo parce qu'on en a rien à foutre. Classe prépa en 2011, échec au concours d'entrée du département des deux, économie-gestion, l'ENS Paris-Saclay, Sciences Po 2013-2017, on l'a dit, en master affaires publiques, l'ENA en 2017, donc gros potentiel. Hein. On va faire aussi, quand je fais du travail juste milieu, il y a aussi plein de bons côtés. Grosse qualité, grosse compétence. Gros cerveau, Sarah Knafo, évidemment. L'ENA dans la promotion Molière. Parcours politique. Alors, c'est là où faut suivre. Je vous lis les trucs, après vous accrochez. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps facile à suivre. J'ai pas dit que c'était fluide. Hein. De toute façon, ça peut plus être gender fluide. C'est terminé, tout ça, on a dit. Donc, j'ai pas dit que c'était logique. 2012, rejoint les rangs de l'UMP. Séduite par le sarkozysme à l'époque. On a toute une batterie d'articles, hein, les amis, pour travailler cette vidéo. Je vous en montre un parmi tant d'autres. Élection présidentielle 2022, derrière Éric Zemmour, l'indispensable Sarah Knafo, 17 octobre 2021. Donc, il y a plusieurs articles, je vous les montre pêle-mêle. Hein, toutes les infos sont piquées de ces articles pour construire ce que je vous propose. Ensuite, en 2016, elle devient conseillère d'Henri Guénaud. Je vais dire Guénaud. Peut-être on dit Guénaud. On va dire Guénaud. Allez, on dit Guénaud. Allez, on dit Guénaud. On dit Guénaud. Henri Guénaud pour la présidentielle 2017.
finalement, Henri ne se présentera pas. Mais on a quand même, là encore, des choses assez intéressantes. Cet article de Gala du 26 mai 2022, Sarah Knafo, ce célèbre homme politique tombé sous son emprise. Et je vous lis un passage de cet article qui est assez intéressant. Et c'est une sorte de fil rouge dans le parcours de Sarah Knafo. Je vous lis l'extrait. Donc, Knafo se rapproche d'Henri Guénaud, devient plus ou moins sa conseillère, très présente, on va dire. Voici ce que dit l'article. Leur relation est telle que les adjoints du député des Yvelines se questionnent. Il leur faut un certain temps avant de comprendre qu'une jeune femme exerce auprès de l'élu ce qu'ils décrivent comme une forme d'emprise. Décrivent ainsi les grands reporters de L et TF1 dans leur enquête, lui, l'ex-conseiller de Charles Pasqua et de Philippe Séguin, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, est sous le charme intellectuel d'une étudiante de 23 ans, résume-t-il. Donc, elle a cette capacité à s'imposer très tôt, à avoir l'oreille de personnages politiques de premier plan comme Henri Guénaud. En 2018, donc là c'est les stages à la suite de l'ENA, on fait des belles choses. Stage dans le cadre de sa formation à l'ambassade de France en Libye, qui à l'époque avait été décentralisée à Tunis. Entre 2018 et 2019, elle fait un stage chez Publicis, elle fait un stage dans la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Et là, on commence à avoir des trucs un peu sympas. C'est le même article du Monde que celui que je vous ai montré, qui est relativement long. Il y a beaucoup de pépites dans cet article, je vous le remontre. On a plusieurs sources, et j'ai mal collé mon lien. Voilà, paf, c'est cet article-là. Il y a beaucoup de choses. Je vous lis une anecdote assez rigolote sur le stage de Sarah Knafo, sur ces deux stages en l'occurrence. Je vous lis ce que dit Le Monde. Reste le stage en entreprise au groupe Publicis. Elle n'a pu s'empêcher de raconter ses habiles astuces que ses collègues jugent un peu malsaines. Arrivée très tôt pour prendre le petit déjeuner au drugstore Publicis sur les Champs-Élysées, dans l'espoir d'y croiser les chefs à plumes, ou offrir du champagne avant son évaluation. Tu dis que c'est pour fêter une excellente note, vrai ou pas vrai, ça attire l'œil du maître de stage et ça lui met la pression, a-t-elle conseillé à un énarque un peu estomaqué. Sarah Knafo comprend parfaitement les jeux d'influence, comme lorsqu'elle fait valoir une proximité avec le patron Maurice Lévy, figure tutélaire de Publicis auprès de la secrétaire générale. Elle sait faire plaisir à son interlocuteur sans se dévoiler, résume l'un de ceux qui l'ont côtoyé. Elle a un côté caméléon. Donc, le parcours de Sarah Knafo est émaillé de ce genre de choses. Des rapprochements à des personnalités de premier plan, des comportements jugés malsains, c'est ce que dit Le Monde. Je suis plutôt d'accord avec ça. Quand je disais qu'il faut reconnaître aussi ses mérites, elle sort dans les premiers de sa promotion à l'ENA et va devenir auditrice à la Cour des comptes. Donc, si vous voulez, on a le paplard qui a été publié, le décret qui a été publié, extrait du journal officiel, où vous avez Sarah Knafo, 9 janvier 2020, portant nomination et titularisation à la Cour des comptes. Tu vois ? C'est officiel. C'est officiel, les amis. Donc, on continue encore un petit peu. En 2021, va être mise en disponibilité de la Cour des comptes suite à plusieurs rappels à l'ordre de Moscovici. Ça, c'est un article du Parisien qui nous le dit. Elle a quitté temporairement pour devenir conseillère de la campagne d'Éric Zemmour. Et donc, elle n'était plus rémunérée à ce moment-là par la Cour des comptes, où elle officiait normalement. Donc, arrive la période Zemmour. Arrive la période de la campagne d'Éric Zemmour, où le personnage politique Éric Zemmour commence à se montrer, on commence à lui prêter des velléités politiques, et là, ça va devenir assez mystérieux. On va pas se mentir. On critique souvent Macron sur des pages curieuses de son parcours politique. Avec Sarah Knafo, c'est pas beaucoup mieux. Déjà, la rencontre avec Éric Zemmour, en fait, on ne sait pas. On a plusieurs sources là-dessus et qui ne disent pas la même chose. Donc, par exemple, cet article de Gala du 24 avril 2024, comment se sont-ils rencontrés ? On nous explique que Éric Zemmour était un ami de la famille Knafo au moment où cette dernière n'avait que 13 ans. Donc, je dis bien un ami. On va tout de suite couper court à la moindre suspicion de quoi que ce soit. C'était un ami de la famille. On ne va pas jouer sur des zones d'ombre chelou. Je le dis tout de suite, voilà ce que dit Gala, c'est un ami de la famille, point. Sur tout ce qui est détournement de mineurs, pour le coup, il faut plutôt voir la biographie d'Emmanuel Macron. Donc on va être très clair, il n'y a pas de zone d'ombre, il ne faut pas déconner non plus. Zemmour serait donc un ami du père de Sarah Knafo, c'est ce que nous dit Gala. On a un autre article de Libération, cet article-là, Sarah Knafo, l'éminence grisée d'Éric Zemmour, qui nous dit que
En fait, ils se sont plutôt rencontrés quand Sarah Knafo était au lycée et qu'Éric Zemmour était alors chroniqueur d'On n'est pas couché. Et on a ensuite plusieurs révélations qui vont petit à petit se faire. On apprend dans un autre article de Gala qu'en 2014, Zemmour l'aurait poussé à intégrer Sciences Po. En 2017, on nous dit, ça c'est Le Monde, que Zemmour l'aurait aussi poussé pour faire les concours de l'ENA. Donc apparemment, il serait derrière, si vous voulez, son ascension scolaire puis politique. Voilà, c'est cet article-là du Monde qui résume un peu le bordel. En 2019, on apprend, ça c'est un article du Paris Match, je vais vous montrer la source, je vous montre toutes les sources comme ça. Voilà. Si jamais tous les gens qui voudront me prouver que je suis pro-Asselineau, pro je sais pas quoi, ils vérifieront les sources, hein, ils se débrouillent. Sarah Knafo, celle qui murmure à l'oreille de Zemmour. Là, cet article nous dit, je cite, « Quand Zemmour a rejoint CNews, c'est elle qui lui a proposé de l'aide, rédigeant des fiches sur le nucléaire, l'environnement, la délinquance, mettant à profit la camaraderie des énarques pour compléter ses connaissances, dénicher quelques chiffres utiles. » Donc, il y a une sorte de connexion d'intérêt qui se fait des deux côtés, à la fois Zemmour qui la pousse dans son parcours scolaire, puis elle qui très vite revient à la charge pour devenir une sorte de conseillère médiatique, puis politique. Dans un article de l'Humanité, là on arrive à quelque chose d'intéressant, hein, c'est celui-là, cet article-là. Regardez ce qu'on nous dit. Selon l'Obs, c'est chez cette discrète énarque de la promotion Molière, nommée magistrate à la Cour des comptes depuis janvier 2020, que se sont rencontrés début février Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan pour évoquer une potentielle candidature du polémiste en 2022. Chez elle encore, que ce dernier a pu discuter avec Marion Maréchal ou encore le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Chez elle, donc, l'union des droites fait son chemin. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'au départ, on se dit, bon, c'est une parvenue qui arrive dans un monde où elle est bien née, comme on dit, elle vient d'une plutôt bonne famille, elle arrive rapidement par opportunisme, par capacité relationnelle, on va dire, à se positionner, à avoir les bonnes oreilles, à avoir les bons postes, mais de là à ce qu'à peine un peu plus de 20 ans, son chez elle, son appartement devienne un lieu de rencontre politique, on a quelque chose d'assez extraordinaire. Comment cette jeune femme de 20-25 ans déboule dans la place parisienne et fait de son appart un haut lieu des rencontres où se discute l'union des droites. Donc c'est intéressant de voir qu'on a des zones d'ombre. Je prends un message d'Edo 366, parce que ça aussi, ça commence à me gonfler, qui dit « Et maintenant, l'Humanité, l'Obs, bientôt Mediapart et Télérama pour les sources. » Alors, petit rappel aussi, petite parenthèse dans la séquence, j'ai toujours fait ça sur toutes les vidéos juste milieu. Je pars du principe que je ne vous dis pas que la presse dit la vérité, je ne vous dis pas que les médias mainstream ne disent que la vérité, je vous dis juste que tout mon travail est basé sur ce que disent ces mêmes médias, justement pour rendre mon travail incritiquable dans la mesure où ce sont eux-mêmes qui disent ça. Et en regardant ça, on arrive déjà à construire quelque chose qui me semble cohérent. Après, libre à chacun d'y croire ou pas, mais attention quand même à ce biais intéressant qui est de dire... Quand je prends des articles de l'Obs ou Paris Match sur Macron, on dit c'est super, tu fais un super travail. Et quand ça arrange pas vos candidats préférés, on me dit ah ouais mais c'est pas sérieux. Donc voilà, juste qu'on soit bien précis là-dessus. Si ça plaît pas, évidemment, personne n'est obligé de rester devant cette vidéo. J'ai toujours fait comme ça, c'est au centre de la méthode juste milieu. Attention quand même à pas être trop biaisé politiquement et de refuser ce qu'on acceptait hier quand il s'agissait de se farcir Gabriel Attal. Je reviens sur Sarah Knafo. Donc, on l'a dit, on a cette zone un petit peu curieuse où son appartement fait office de centre de réunion pour l'Union des droites. La première évocation de la candidature de Zemmour arrive autour de 2022 environ, on l'a dit. On a ensuite donc un article du Monde, un autre article que je vous ai déjà montré, qui nous explique qu'elle va rapidement s'imposer comme la pièce maîtresse du dispositif d'Éric Zemmour. Elle devient sa conseillère centrale jusqu'à prendre une place vraiment très importante. Ce que nous dit Paris Match, ça on le savait déjà pour le coup, on en a déjà parlé. Toutes les candidatures passent par elle. Si Sarah tient une réunion, pas besoin de valider avec Éric, confie un sympathisant. Elle l'accompagne à ses rendez-vous, déboule sans prévenir, parle peu. Le recrutement d'Olivier Ubeda, Ubédia, je crois, Ubeda, bon c'est pas grave, pro de la communication politique qui fit ses armes avec Sarkozy, c'est encore elle. Les 23 pôles thématiques d'une dizaine de personnes chacun, son idée aussi, les 4 militants par département pour collecter les fameuses 500 signatures nécessaires à la candidature officielle, toujours elle. Donc, elle est omniprésente.
omniprésente dans le dispositif de campagne. On se rappelle aussi cet épisode, ça on en avait parlé, où Sarah Knafo, je le raconte souvent parce que c'est intéressant et c'est assez symbolique. Sarah Knafo avait assumé clairement d'appuyer sa campagne sur les Macron Leaks. Vous savez, ce qui avait fuité au moment de la campagne de 2017, des échanges de mails entre toute l'équipe Macron. Knafo, dans un interview, avait reconnu avoir utilisé et s'appuyer sur ça pour construire la campagne Zemmour. Donc, on avance encore un petit peu et on arrive à un épisode médiatique qui peut être soit anecdotique, soit très intéressant, soit scandaleux. Et là encore, petit warning, comme on dit, petit warning. Je tiens à préciser que c'est concernant la question de la grossesse de Sarah Knafo. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je ne veux pas faire de la presse people, mais juste considérer toutes les options possibles sans savoir que peut-être, comme ça arrive à plein de gens malheureusement, il peut y avoir des drames par rapport aux grossesses, des pertes d'enfants, des choses comme ça. Donc, je tiens à préciser que on ne va pas se mêler pendant 15 heures là-dessus, on rappelle juste des choses en considérant toutes les options, et il y en a une qui est assez problématique. Mais il faut rappeler qu'on n'est pas au courant de tout, je ne défends aucune piste spécifique, je résume ce qu'ont dit les médias, après libre à chacun de penser ce qu'il veut. Donc, en 2022, on a cette fameuse rumeur. Cette fameuse rumeur, vous vous rappelez des photos sorties dans la presse People, Closer et compagnie, où on nous dit Sarah Knafo est enceinte. En pleine campagne présidentielle, ça sort, ça fait beaucoup parler. Il y avait déjà une grosse surmédiatisation de Zemmour. Là, c'est assez extraordinaire. Mais le problème, c'est que on n'en sait pas plus. Il y a eu les photos dans la presse People, il y a eu une séquence médiatique là-dessus. Zemmour c'était à ce moment-là à peu près qu'il reconnaît qu'il est en couple avec elle. Et on n'en a jamais su plus. Si ce n'est que les médias de presse People ont été condamnés par ça, après une plainte de Sarah Knafo, pour atteinte à la vie privée. Ils ont été condamnés à lui verser 74 500 € pour atteinte à la vie privée, notamment par le relais de ces photos, le relais de cette information. On rappelle que dans la foulée, un journal avait expliqué, Public écrit 4 mois plus tard, que le couple a perdu leur bébé. Donc, on n'a jamais rien su en fait de ça, si ce n'est la séquence médiatique où ça avait fait la une de Paris Match, ce qui nous rappelle quand même beaucoup l'ascension du couple Macron qui faisait la une. Et en fait, on a appris plus tard, je vous lis, une fake news, à en croire les auteurs de l'intrigante Sarah Knafo, un livre sorti sur elle chez Robert Laffont, les journalistes Ava Jamshidi et François-Xavier Ménage, qui ont révélé quelques mois plus tard que Sarah Knafo n'était pas enceinte à l'époque. Donc en fait, il n'y a jamais eu de bébé. Il n'y a jamais eu de bébé. Personnellement, connaissant Paris Match, qui est quand même un instrument assez extraordinaire du pouvoir, ce genre de campagne People en une, alors que derrière, il n'y a rien, moi, je considère que ça pue quand même le coup de com'. Mais, je le redis, c'est que mon avis, qui est un avis parfaitement subjectif et qui s'appuie sur ces discours médiatiques parfaitement contradictoires qui ont abouti à une atteinte à la vie privée. Pas à de la diffamation ou je ne sais quoi. Donc, assez curieux. Voilà, ça c'est pour finir, si vous voulez, sur le parcours jusqu'en 2022 de Sarah Knafo. Et aujourd'hui, on est sur le personnage qu'on connaît, qui a clairement pris la tête du mouvement Reconquête de manière symbolique. À New York, on l'a presque plus entendu parler elle que Éric Zemmour. Donc, si on avance un petit peu sur le réseau, on commence à aller un peu dans des petits dossiers sur Sarah Knafo, parce que c'est très intéressant. Je trouve que c'est un personnage assez passionnant, c'est pour ça aussi que je vous en parle. Elle a été en couple avec Louis Sarkozy en 2013, on en a parlé il y a peu. Mais le problème, c'est que le réseau de Sarah Knafo s'est construit au prix de certains mensonges. Et c'est là que ça devient un peu croustillant. Parce que Sarah Knafo, elle a malheureusement ce mauvais pli de raconter parfois n'importe quoi. C'est ça le problème. Par exemple, sur Hubert Védrine. Ça, c'est un article de Paris Match. On l'avait appris aussi dans le Canard à enchaîner que Hubert Védrine l'avait conseillé déjà à l'époque de Sciences Po, là encore, tu sais pas pourquoi. Paris Match nous dit, autre mitterrandiste à son tableau de chasse, l'ex-ministre Hubert Védrine, qui l'a aidé à préparer le grand oral de l'ENA et n'a pas cessé depuis de converser avec elle. Il l'admet de mauvaise grâce, évoquant Jules César, Charlemagne et les conflits dans l'Ancien Empire.
dans l'ancien empire russe, pardon, lorsqu'elle s'est finalement dévoilée, leurs échanges de SMS ont continué. Donc, là encore, tu sais pas pourquoi, mais il y a un gros poisson politique qui vient l'aider. À la même période de Léna, on a Attali, on a Védrine, elle a l'oreille de Henri Guénaud. Comment, en fait, comment c'est possible? C'est que tout se concentre, un peu comme les fées au-dessus du berceau, là. Qu'est-ce qui se passe? Sur Jacques Attali, pareil, le même article précise. Quel acrobate pourtant capable de conjuguer les contradictions, de forcer l'élasticité jusqu'à l'extrême tension, usant de sa faconde, de son charme, de son intelligence, que Jacques Attali, l'ancien Sherpa de François Mitterrand, juge absolument remarquable. Sarah Knafo et lui se sont rencontrés en 2018 dans un avion. Elle partait pour un stage à l'ambassade de France en Libye, lui occupait le siège voisin. Un peu plus loin, on nous dit, elle rencontre Jacques Attali à un débat d'Éric Zemmour organisé par Valeurs Actuelles en mai 2019, où l'ex-Sherpa de François Mitterrand se sent comme un lapin à un dîner de chasseurs. Puis ils se croisent à nouveau dans un avion pour Tunis. Attali est séduit par celle qui signe ses messages, magistrate à la Cour des comptes, et les ponctue de ses amitiés littéraires. Il la convie chez lui à Neuilly-sur-Seine, où elle lui parle de son association Alexandre et Aristote, un site internet qui conseille des livres essentiels. J'ai trouvé que c'était nul et je lui ai dit, elle était très rentre-dedans, dit-il, en affirmant avoir découvert par les journaux qu'elle était fan de Zemmour. Donc, soyons prudents là encore, parce que sur la relation avec Jacques Attali, ça n'est pas très précis. On nous explique qu'ils se sont rencontrés en 2013-2017 au moment de son passage à Sciences Po où il va la coacher, ce que nous a dit le Canard enchaîné. Paris Match nous dit que finalement ils se rencontrent en mai 2019 et plus récemment Gala nous a dit que Attali aurait coupé les ponts depuis que Knafo a avoué rouler pour Zemmour. Donc rien n'est très très clair là-dedans. En vérité, c'est difficile de faire le point, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes personnages aux mêmes endroits. Par exemple, un certain Xavier Niel. Oh non, décidément. Déjà que quelqu'un qui est évidemment derrière le couple Macron, on nous dit, toujours Paris Match, nous dit, ensorcelante, Sarah Knafo se pique devant ses proches d'échanger avec l'homme d'affaires Richard Attias, ce que l'intéressait dément, et avec le milliardaire Xavier Niel, ce que celui-ci confirme. L'audace de la jeune énarque l'amuse, confie-t-il, précisant qu'elle ne lui demande ni service ni mise en relation, juste des échanges construits subtils. Donc, on a encore Xavier Niel. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on m'explique que oui, mais Sarah Knafo, c'est quelqu'un qui s'est fait toute seule, il n'y a pas de problème, elle va mettre un coup de pied au cul au système. Oui, mais d'accord, mais c'est les mêmes personnes derrière, en fait. C'est Xavier Niel, c'est Attali, c'est tout le temps les mêmes bonhommes. Donc, moi, je veux bien, mais c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps les mêmes. Donc, c'est très intéressant, ce hasard qui fait que les constructions de personnages politiques reviennent toujours aux mêmes choses. Ensuite, au niveau des pépites, je vous disais tout à l'heure, le problème de Sarah Knafo, c'est qu'elle a cette fâcheuse tendance à raconter n'importe quoi. Je vous prends quelques exemples, là encore, qui sont cités par voie de presse. Toujours un article de Gala qui nous dit « Des ex-camarades de promotion et personnalités politiques l'ayant côtoyé témoignent par ailleurs d'une tendance mythomane. Il y a toujours eu un côté un peu vague, un peu mytho, déclare un centriste à Libération, complété par des connaissances de Sarah Knafo, à qui elle aurait notamment confié avoir ébloui Fabrice Lucchini par sa culture, ou être à l'origine de la création de l'association souverainiste Critique de la raison européenne, 2 anecdotes fausses selon les principaux intéressés. L'article plus loin nous dit « À ses fréquentations macronistes, elle dit être née à Paris, à d'autres que c'est en Seine-Saint-Denis, évoquant tantôt une enfance désargentée, tantôt son pied-à-terre rue Bonaparte, offert par ses parents. » Donc, on a un autre témoignage cette fois dans Le Monde, je vous montre l'article, c'est souvent le même, il est très complet, il y a beaucoup de choses dans cet article, c'est celui-ci. Le Monde nous dit « Elle est capable de dire n'importe quoi les yeux dans les yeux, s'agace un conseiller maître de la Cour des comptes. Tout est mensonge. » Alors, vous allez me dire, une fois de plus, en politique, quand tu as un panier de crabes, tu ne cherches pas à savoir qui pince le plus fort. Donc, ça ne sera pas la première, ça ne sera pas la dernière à mentir. Ça, par contre, on est bien d'accord, il faut quand même être rigoureux là-dessus. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses. Toujours, l'article du Monde nous dit « En 2012, une association eurosceptique, Critique de la raison européenne, s'est créée non sans mal et organise des conférences à Sciences Po pour un public de jeunes souverainistes de droite et de gauche. Sarah Knafo les rejoint 2 ans plus tard, joue des coudes pour présenter les conférenciers et étoffer son réseau avec Henri Guénaud, Chevènement, Védrine, Sapir, Marie-France Garot, Finkielkraut et laisse croire qu'elle est à l'origine de l'association aux grandes dames de ses fondateurs. Voilà. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est absolument pas vrai. Voilà. Et alors là c'est la petite pépite. Si vous voulez, on n'est plus vraiment dans le politique, dans l'ascension politique, mais je remercie Marie de nous avoir déniché cette pépite parce que vous allez voir. Là c'est du miel. Là c'est du miel. J'étais sur le cul. J'étais sur le cul quand j'ai lu ça.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2022, Magali Berda, vous savez, la papesse de la presse People, s'est lancée dans des interviews politiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Alors, je vais essayer de vous retrouver des exemples. Voilà, regardez, par exemple, hein, à quoi joue Magali Berda, la papesse de la télé-réalité avec les politiques. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a lancé une émission sur YouTube où elle sympathise avec les candidats déclarés à la présidentielle. On va voir sur YouTube, je ne sais pas si ces vidéos existent encore. On va voir, peut-être qu'il y a les interviews. Ouais, voilà, c'est ça, regardez. Magali Berda, 24 heures avec Zemmour. Voilà. Donc vous vous rappelez de ces séquences-là où elle interviewait des politiciens et tout ça au moment des campagnes. En fait, ce qui est intéressant, et il y a un article, c'est que Magali Berda connaît plus ou moins la famille Knafo dans la mesure où elle a déjà travaillé avec la sœur de Sarah Knafo, une certaine Cindy Knafo, qui est en fait photographe. Ouais, photographe dans la presse un petit peu people, qui a déjà bossé avec Magali Berda. C'est elle, Cindy Knafo. Ah, moi, je ne le savais pas. Tu vois? Donc c'est intéressant de voir qu'on a quand même une famille bien installée dans le monde parisien, dans ce qu'on appelle l'entre-soi finalement. Voilà, tu vois, jusqu'à la sœur qui bosse avec du Magali Berda, tu vois. Et là, par exemple, c'est des photos ensemble. Là, c'est Sarah Knafo en 2012, ouais. Photographe Cindy Knafo, ouais. Tu vois, modèle Sarah. C'est marrant, hein? C'est marrant. Hein. Donc voilà un petit peu les amis. Alors on finit sur une note un peu plus légère que le reste, j'en conviens. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire de ça? Quand on arrive au bout de la salade, les amis, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que Sarah Knafo soit une parvenue, c'est pas nouveau. Qu'elle ait une tendance à embellir son parcours, en politique, elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Qu'elle ait profité du soutien de gens comme Attali, Xavier Niel, Védrine. Tu te dis aujourd'hui, comment peut-on réussir sans? C'est quand même assez extraordinaire. Vous prenez des candidats de tous bords, vous avez toujours les mêmes derrière. Toujours les mêmes faiseurs de roi que l'on retrouve aux manettes. Mais ce qui me semble le plus scandaleux, et là, je le dis en tant que juste milieu, d'une analyse que je vous propose qui est la mienne, libre à chacun d'être d'accord ou pas. Ça n'est pas parce que je vous dis ça que je suce Filippo ou Astino pour être très clair, mais juste, voilà, si on peut faire un travail honnête. Après, vous pensez ce que vous voulez. Chacun vote pour ce qu'il veut. J'ai pas prétention de vous faire changer de vote. Je suis pas là pour ça. Il y a plein d'autres chaînes YouTube. Moi, je m'en fous complètement. Je suis là pour faire un travail, de mettre en avant des faits, essayer de proposer des réflexions. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette Sarah Knafo-là, aujourd'hui, prétend militer contre le système, contre l'entre-soi, contre ces élites qui en veulent aux pauvres, contre tout ce qui fait pas du bien à ceux, aux électeurs de Reconquête. Mais en fait, d'où parle-t-elle? Comme disaient les communistes à l'époque, d'où parles-tu, camarade? Moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on m'explique que cette femme-là, on parle d'elle, et je pense que Zemmour, c'est plutôt la même chose. Je veux bien qu'on m'explique que cette femme-là va marquer le renouveau, que c'est le début de la reconquête, qu'elle va mettre un coup de pied dans le système. Mais comme dirait Juan Branco, elle est le système. Elle en est le nouvel avatar. Avec un parcours comme ça, on en conviendra, c'est quand même pas le même parcours que José Bové, par exemple. Ou que quelqu'un comme Kuzmanovic, ou bref, des politiciens qui se sont faits tout seuls. Je peux prendre des exemples de tous bords, c'est pas une question de personne. Mais si vous voulez, pour incarner un discours anti-système, il faut au moins savoir de quoi on parle. Il faut... je dis pas que être né dans un système vous interdit de le critiquer. Regardez par exemple un Juan Branco qui aujourd'hui prétend se retourner contre le système. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas le sujet du jour. Mais je dis juste que Sarah Knafo n'a jamais fait acte de sorte de mea culpa de Robin des Bois, de je me retourne contre le système, comme a fait Juan Branco, pardon. Sarah Knafo est des boules avec un opportunisme que l'on retrouve dans les étapes de toute sa vie. Et elle déboule, et on nous explique aujourd'hui qu'en fait, elle va aider les gens qui subissent l'action du système. Je dis que c'est pas sérieux.
Je dis que pour moi, elle incarne le visage d'une politique comme un Bardella, comme un Glucksmann, comme un Attal. Si vous voulez, comme une Tondelier, par exemple. Cette génération de politiciens avec des beaux visages. Le point commun entre tous, c'est qu'ils sont tous beaux. Hein, le packaging est impeccable. L'emballage est impeccable. Mais la réalité du terrain, c'est que vous avez des personnages qui sont parfaitement interchangeables. Vous avez des personnages qui incarnent le système. Et le fil commun, le trait commun entre tous, c'est l'absence complète de critique de l'Union européenne, qui est le point le plus avancé du système américain, du système néolibéral dans lequel nous vivons. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai eu quelques passes d'armes sur Twitter avec ce que je vous expliquais au début, avec des pro-Zemmour, des pro-Knafo, où je tentais d'expliquer, bon ben voilà, très clairement, comment peut-on prétendre lutter contre l'immigration sans poser la question de l'appartenance à l'Union européenne? Je ne dis pas que le Frexit est nécessairement la bonne idée, je dis juste que je ne vois pas comment on peut critiquer la prise de poids sans se questionner sur l'alimentation. Je pense qu'à un moment donné, il y a un lien. Et Reconquête ne le fait pas. Reconquête ne le fait pas. On nous a expliqué, par exemple, Sarah Knafo, j'en avais parlé dans La Farce Tranquille, nous avait expliqué que on pouvait changer l'Union européenne de l'intérieur. Mais ce qui est le mensonge éternel qu'on retrouve depuis Marine Le Pen et compagnie. Donc en fait, c'est ça qui me gonfle. C'est ça qui me gonfle. C'est que aujourd'hui, Sarah Knafo est défendue par des gens qu'elle dupe, à qui elle ment. Donc c'est ça qui m'embête. Et on peut le prendre de manière générale sur d'autres sujets. Les écolos, c'est pareil. Je veux dire, quand on dit aux gens... Enfin bref, c'est tout le temps un petit peu la même idée. Je ne vais pas m'emmener dans d'autres sujets, je vais me perdre. Mais ce qui m'embête, c'est que Sarah Knafo est la démonstration que nous vivons dans un système idéologique tellement puissant qu'il a réussi à tromper des gens qui défendent ce système sans se rendre compte qu'ils en sont la première victime. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça assez extraordinaire d'avoir des gens qui considéraient que parce que je m'en prends à Knafo, et ce que je fais encore ce soir, en expliquant des choses factuelles. En fait, c'est que, quelque part, je suis contre son projet politique. Non. C'est pas question de ça. Dans le projet politique, je trouve qu'il y a des bonnes idées sur la régulation de l'immigration, sur, par exemple, l'augmentation de certains droits sociaux, des choses comme ça. Il y a aucun problème. Mais je dis juste que toutes ces thématiques-là, sans mise en lumière du rôle de l'Union européenne et de l'impossibilité, le jour où Knafo et ou Zemmour seront au pouvoir, de l'impossibilité de faire ce qu'ils disent en restant dans l'Union européenne, je dis juste qu'ils mentent aux gens. Et qu'on m'explique le contraire. Donc, c'est là où je trouve ça assez extraordinaire. Et je voulais absolument vous parler de Sarah Knafo, les amis, pour faire ce travail comme je fais avec n'importe quel autre candidat politique. Et ça n'est pas une question d'opposition, c'est juste de dire aux gens, votez pour qui vous voulez, mais ne devenez pas les défenseurs de ce qui vous fait du mal. Ne devenez pas les défenseurs de gens qui profitent de vos idées, qui profitent de votre conviction, qui profitent de votre désespoir pour gagner des votes. Et c'est valable pour plein d'autres partis. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Chez les Asselineau, chez les Philippot, chez les écolos, chez la droite, chez la gauche, chez l'extrême droite, chez l'extrême gauche, vous trouverez toujours des gens qui vont profiter du malheur, qui vont profiter de l'espoir, qui vont créer de faux espoirs. Et donc on profite de ça pour pousser des candidatures, pour gagner des élections. J'avais dit exactement la même chose avec le nouveau Front populaire, où j'avais dit que je leur pissais au cul dans la mesure où ils prétendaient incarner l'espoir de tous les électeurs de gauche qui en avaient marre de voir leur feuille de salaire à la fin du mois où il y avait toujours moins, qui en avaient marre de se faire baiser, que ce soit sur les droits sociaux, sur le droit du travail, sur tout ce que vous voulez. Et ces partis de gauche sont arrivés en disant on va s'unir, on est tous ensemble à gauche, on enterre les guéguerres politiques et on va aider nos électeurs. Résultat, bubule, on a vu comment ça a terminé, ils ont pris leur poste de député et le NFP est mort aussi vite qu'il est apparu. Donc, ce que je vous dis, si vous voulez, c'est de la démagogie, si vous voulez, c'est du populisme, j'en ai absolument rien à foutre. Mais je dis juste que je suis peiné de voir des citoyens, quel que soit le bord politique, qui s'acharnent à défendre des partis politiques qui usent et abusent de leur désespoir.
Donc c'est ça le problème. Soyez au moins lucide. Vous votez pour ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous avez les idées, il n'y a aucun problème. Mais soyez lucide sur la réalité de ce que vous défendez. Ce qui ne vous empêche pas de le défendre. Et ne voyez pas dans les gens qui tentent comme moi de faire un boulot d'analyse en respectant les idées de tout le monde, ne voyez pas forcément des ennemis qui veulent diaboliser ou faire taire. Voilà, Sarah Knafo est une opportuniste qui a arrondi les angles sur son parcours. C'est comme ça, c'est pas grave. Elle a le droit. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Mais juste, ne niez pas le réel. Ne niez pas le réel. Vous avez le droit de l'adorer par-dessus tout et de mettre des posters dans votre chambre. Mais ne niez pas que c'est une opportuniste. Il n'y a aucun problème. Parce que si on reproche ça aux macronistes, il faut le reprocher à tout le monde, sinon c'est malhonnête. Donc voilà. Voilà les amis, ce travail que je voulais vous proposer, je remercie une fois de plus Marie pour le script, pour le boulot, c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est ça. Une équipe comme l'équipe de France de handball, voilà, qui a gagné, qui a battu nos amis égyptiens. Bravo le handball, rendez-vous demain contre la Croatie, en Croatie. Donc je serai là, j'ai un nouveau téléviseur. Donc en plus je suis content comme tout. Là, la YouTube monnaie, j'ai craché le pognon. Moi, j'utilise le malheur des gens pour acheter un téléviseur. Je suis une pute du système. Mais moi, je le dis direct. C'est l'avantage. Je reconnais être une pute. Comme ça, les gens n'ont pas besoin de faire le travail. Je le dis. Voilà. Moi, contre un magret de canard, je suce la terre entière. Voilà. Non, mais c'est dit. Voilà. C'est la fin de l'émission. Le boulot est fait. J'en ai plus rien à foutre. Voilà. Je préfère me tirer des balles moi-même. C'est plus fastoche. Comme ça, on gagne du temps. Parce que t'imagines, on rigole 2 minutes, mais t'imagines si les politiciens faisaient ce que je faisais en même temps, ce que je suis en train de faire là. T'imagines, les campagnes présidentielles, ils déboulent. Bonjour, alors, je suis candidat pour les présidentielles 2027, et avant de dégrainer les mesures de mon programme, je tiens à préciser une chose, je vous pisse au cul. Voilà, j'ai proposé un programme, une merde qu'on a pondu en 2 heures avec mon équipe, un ramassis de stagiaires de l'ENA. D'ailleurs, j'en ai violé la moitié. Donc, vous savez, j'en ai absolument rien à foutre. Et ce programme, on l'a chié en 1h30. Et il ne contient aucune mesure que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Aucune. Absolument aucune. C'est n'importe quoi. Je l'ai lu, j'ai rigolé. Voilà, donc c'est pas normal. Donc je tiens à préciser qu'évidemment, on vous emmerde. Rien ne sera mis en place. Et également, pour que les choses soient claires, ma femme n'est pas ma femme. Ma femme est ma grand-mère, qui s'appelle Jean-Pierre. Voilà. Au moins, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'enquête à faire. Ma femme est ma grand-mère. Donc, littéralement, je pratique le coït avec ma grand-mère, ce qui fait que mon fils et mon oncle, ma tante et mon hamster, les repas de famille, il y a tout le monde, on est 4. Donc c'est quand même fort pratique. Donc, pour continuer ce discours, je précise également que je nommerai ministre dans mon gouvernement parce que je vais être élu, en fait. Pour une raison simple, c'est que j'ai tous les milliardaires derrière moi et que nous allons acheter, évidemment, tous les espaces publicitaires qui me permettront d'être élu. Avec la capacité que nous avons, nous pourrions faire élire une lampe de chevet. Voilà. je vous le dis tout de suite, ça sert à rien. Voilà, non mais voilà, arrêtez de regarder les débats, ça sert à rien en fait. Donc, quand je serai élu, je mettrai dans mon gouvernement que des repris de justice ou en passe de lettres. Pourquoi ? J'explique. Simplement parce que j'aurai la possibilité de les protéger de la justice. Voilà, parce que ce sont tous des ordures. Ce sont tous des raclures de chiottes. Donc j'aurai la capacité de les blanchir. Absolument, voilà. Vive la République et vive la... on se présente pourquoi ? La France, voilà. La France. Voilà. Ça, ce serait mieux, tu vois. On n'attendrait pas 5 ans à comprendre qu'on s'est fait baiser. Ce serait quand même beaucoup plus sympatoche. C'est parti en couille. Voilà, c'est parti en couille. J'ai un jus de fruits dans le museau, donc je me tiens plus. Voilà. Je suis un petit peu comme une pucelle qui boit du panaché. Je suis bourré au bout d'une demi-heure. Donc voilà. Voilà les amis. Moi, je trouve que ce serait plus simple. C'est la proposition que je fais ce soir. Les copains. Les amis. J'ai Tiki35 qui dit: tu regardes le match vendredi soir, France-Galles sur ta nouvelle télé. Absolument. Nouveau téléviseur. Je vais regarder ça, ça va être extraordinaire. Je vous enverrai une photo. C'est un truc.
Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant pour faire un peu d'économie. Les téléviseurs, ça fait partie des biens de grande consommation dont le prix a drastiquement baissé ces dernières années. Voilà. C'est pas BFM Business, mais je fais une petite analyse sur les biens de technologie. On a vu comme ça une réduction des coûts de production due évidemment à la hausse des besoins qui ont explosé sur les marchés occidentaux, qui ont explosé sur les marchés asiatiques également et qui ont poussé à travers également un développement exponentiel des technologies 4K, LED, Super LED. Voilà. Non, j'allais repartir sur un truc, mais là, ça devenait pas drôle. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir s'arrêter. C'est savoir aimer également, Florent Pagny. On a un SOS dans le bureau. J'ai quand même Edouard, mon collègue qui vient de dire faut savoir fermer sa gueule quand même. Et ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas la France qui gagne, ça. Ah, il en peut plus, là. Je suis sur le sombre dossier. Ah, il est sur Claude François, là. Ouais, désolé. Là, tu m'as coupé dans mon truc, là. Excuse-moi. Tu m'as coupé de... Excuse-moi, Laurent, de la réaction. Ah, c'est génial. C'est que du bonheur. Et en plus, 17h55. 17h55, les amis, on va filer parce que ce soir, c'est farce tranquille, les copains, vous le savez. Alors, merci d'avoir été nombreux ce soir. Vous êtes 2400 au moment où je vous parle. Un score extraordinaire. Voilà, sur Twitch, vous êtes 600. C'est magnifique. Merci, les amis. Je remets le lien vers la farce tranquille ce soir. Faites-nous péter les scores parce qu'une fois de plus, il y a des vannes. Je suis pas sûr que ça tienne. Donc, allez-y, je mets le lien de partout. Vous avez le lien sur Twitch. Je vais le mettre sur Twitter parce que sinon, les gens sont des communistes. Après, ils viennent pas. C'est fou. Voilà, je mets le lien de partout, les amis. Rendez-vous sur la farce tranquille. Partagez le lien comme d'habitude. On compte sur vous, les amis. Et j'ai complètement oublié Vincent Lindon. On en parlera demain. Voilà, on en parlera demain, les amis. Il est 17h56. Le timing est extraordinaire. Merci d'avoir été là, les copains. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain, même heure, même endroit, 17h45. 16h45, putain, je vais y arriver. Je vous embrasse. Vive la rigolade. Vive la France et à demain.